Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo émission chaîne où nous allons parler de connaissances sur le cheval et de leur application dans l'équitation. Pour cela, je suis accompagné de Brooks. Oui, alors à ce propos, j'aimerais bien savoir où est le sac de carottes qu'on m'a promis, parce que là je sais pas quel... Aujourd'hui, on parle de la vue. Tout d'abord, un petit résumé de ce qui se passe dans l'œil du cheval ou d'un être humain, c'est quasiment la même chose. Je vais faire au plus simple possible. Si vous voulez en savoir plus sur la vue, je vous invite à aller voir sur internet, il y a plein de sites qui en parlent. Alors, de la lumière est émise par une source naturelle ou pourquoi t'es dans les lumières, Brooks? Je ne vois pas où est le problème. Bref, de la lumière est émise par une source naturelle ou artificielle. Elle va venir frapper un objet qui va la refléter, et une partie de cette lumière reflétée va rentrer dans l'œil via la cornée, la première lentille convergente, c'est-à-dire qu'elle va concentrer la lumière. Puis la lumière va poursuivre son chemin à travers la pupille, qui est limitée par l'iris, jusqu'au cristallin. Le cristallin, c'est la seconde lentille convergente. La lumière va ensuite continuer jusqu'à la rétine, qui est tapissée de photorécepteurs. Ils vont transformer le message lumineux en message électrique, qui sera transmis au cerveau via le nerf optique. Le duo cornée-cristallin fait converger tellement la lumière que l'image qui arrive sur la rétine est inversée. C'est le cerveau qui la remet à l'endroit. Il existe deux types de photorécepteurs, les cônes et les bâtonnets. Les cônes, qui sont plus efficaces à forte luminosité, s'occupent de la vision des détails, des contrastes et des couleurs. Alors, chez l'homme, ils sont surtout situés au fond de l'œil, dans une zone de forme arrondie que l'on appelle la macula lutea, ou tache jaune, qui a en son centre la fovea, une zone où il n'y a que des cônes. Chez le cheval, c'est légèrement différent puisque cette tache jaune est de forme allongée. On parlera alors de bande visuelle ou strie visuelle. Plus on s'éloigne de cette zone, plus la concentration en cône diminue au profit des bâtonnets. Cette zone est primordiale car elle est celle où l'acuité du cheval est la meilleure, c'est-à-dire la capacité à discerner de façon nette un petit objet à distance. On la mesure grâce à une échelle de Snellen, du nom de Hermann Snellen, un ophtalmologiste néerlandais du XIXe siècle. Vous en avez tous déjà vu une. Alors, je vais le dire maintenant, mais je vais sans doute le répéter, il est très difficile d'étudier la vue d'un cheval. Déjà, la plupart des études sur le sujet sont assez récentes. Mais le sujet d'étude, c'est un cheval. Il faut donc adapter le test au cheval. Et dans le cas d'une échelle de Snellen, le cheval ne sachant ni lire ni parler... Tu as l'air bien sûr de ce que tu avances. Et encore, une fois le test adapté, il faut faire comprendre au cheval ce qu'on attend de lui, et il faut qu'il le fasse. Pourtant, en 1992, les docteurs Brian Tinney et Cathy Kane ont réussi à établir que l'acuité visuelle d'un cheval serait à peu près de 20 sur 30. Traduction. Si vous arrivez à discerner un petit objet à 30 mètres maximum, votre cheval devra alors se tenir à 20 mètres pour le voir aussi bien. Comprenez que si vous êtes à cheval, un objet que vous discernez à peine, pour lui, c'est du flou. Si on reprend le fait que plus on s'éloigne de la bande visuelle, plus la concentration en bâtonnet est importante, on comprend alors que la vision périphérique est moins apte à capter les détails, mais plus apte à capter les mouvements. Et c'est pareil chez l'être humain. Et vous comprenez maintenant pourquoi on se tire d'abord et on analyse ensuite. Parlons maintenant du champ de vision. Oh, ça c'est ce que j'appelle un regard de braise. Le cheval possède de très grands yeux, les plus grands parmi les mammifères terrestres. Situé de chaque côté de sa tête, il possède également une pupille ovale par rapport à l'horizontale, ce qui lui offre un très large champ de vision. Mais ils sont peu mobiles par rapport à ceux de l'être humain, ce qui explique la nécessité qu'a votre monture de bouger la tête pour regarder quelque chose, ne serait-ce que pour utiliser sa bande visuelle. Non mais même le cheval qui les porte est magnifique. Ouais, bah maintenant voilà la photo non recadrée. Toujours aussi magnifique le cheval? Bref, prenons ce schéma. Donc, voici ce que voit l'œil droit, et voilà ce que voit l'œil gauche. On peut déjà voir que le champ de vision du cheval est très large, presque 360 degrés. Et on remarque cette zone orange en haut, c'est ce qu'on appelle la vision binoculaire, c'est-à-dire qu'elle fait intervenir les deux yeux. On remarque aussi ces zones grises, ce sont des zones aveugles. En effet, à moins de tourner la tête, le cheval ne voit pas directement derrière lui sur environ 20 degrés. Et peu importe s'il bouge la tête, il ne verra jamais directement devant son chanfrein. Petite précision, j'ai pris ce dessin de cheval sur internet, donc il n'est pas adapté au schéma, donc il n'est pas super précis,
mais ça vous donne une ordre d'idée. En fait, je suis nul en dessin, donc c'est pour ça. Bon, bref, revenons à la vision binoculaire. On peut déjà voir qu'elle est étroite. Je dis étroite par rapport à l'être humain, qui en possède une d'environ 150 degrés sur l'horizontale, là où celle du cheval n'est que de 60 degrés environ. Mais cette vision binoculaire est primordiale, elle permet de mieux apprécier les reliefs et de mieux estimer les distances. Vous pouvez en faire l'expérience chez vous. Vous prenez une bouteille d'eau, je vous rassure, celle-ci n'a pas souffert. Vous la posez devant vous à peu près cette distance, et vous prenez un stylo, que vous allez tenir comme ceci. Vous allez fermer un œil, et le but du jeu, ça va être de mettre le stylo dans le goulot, sans que ça touche. Attention, si ça touche, vous avez perdu. Presque. On s'approche. Et quand vous en avez marre, vous balancez le stylo, ça va vous faire du bien. C'est Steven de Spielberg. T'as vu? Regardons le profil maintenant. Et encore, ce n'est pas mon meilleur profil. Alors, c'est assez difficile de montrer le champ de vision d'un cheval vu de profil, car en fait il varie selon la position. Je m'explique. Le champ de vision du cheval est orienté vers le bas, donc la vision en hauteur est assez restreinte. Mais elle l'est encore plus sur la vue avant que sur la vue latérale. Reprenons notre vision binoculaire. Donc le champ de vision du cheval est orienté vers le bas. Si on reprend la superposition des deux yeux, ça nous donne vue de profil, ceci. Avec deux nouvelles zones aveugles. Le cheval ne voit pas au-dessus de lui. Mais il ne voit pas non plus en dessous de lui jusqu'à 2 mètres devant lui. Et il ne voit pas non plus ce qu'il mange. Et c'est d'ailleurs pour ça que le cheval a des vibrisses. Et qu'il faut pas les raser. Et qu'on se demande toujours pourquoi c'est pas clairement interdit en France. Si on reprend le fait que cette vision binoculaire est essentielle pour les reliefs et les distances, et qu'on la couple avec la bande visuelle pour l'acuité, vous avez l'explication de pourquoi un cheval relève la tête pour voir quelque chose au loin ou avant d'aborder un obstacle. C'est pour le voir correctement ou appréhender son saut. Ceci est un petit message pour tous les adeptes du rollcure. So, voici une photo de moi en train de simuler la position de la tête lors d'un rollcure. Et voici maintenant ma vision binoculaire. Bon, déjà je suis ravi de voir que mes pieds ont été très bien faits. Mais je vous rappelle mes zones aveugles. Donc, si en plus de tout le reste, vous pouviez éviter à votre monture le stress de ne pas voir devant elle, ce serait très apprécié. C'était l'instant militant. Et ça fait du bien. Après, on peut pousser un ou deux coups de gueule de temps en temps, hein, on est sur YouTube, je vous rappelle. On va maintenant parler des couleurs. Donc je rappelle que la vision des couleurs est liée au code. Chez l'être humain, il y en a 3 types. On est alors dit trichromates. On les appelle en français le bleu, le vert et le rouge, ou en anglais short, medium et long. C'est grâce à leur action que nous sommes capables de voir l'ensemble des couleurs. Mais pour les chevaux, c'est différent. En 1990, le professeur Gerald Jacobs a établi que, hormis les primates, tous les mammifères sont dichromates. Comprenez qu'ils n'ont que 2 types de cônes. Par la suite, en 2001, le docteur Joseph Carroll a publié ses travaux sur la vision des couleurs par les chevaux. Et il a émis l'hypothèse suivante. Voici un échantillon de couleurs. Et voici comment le cheval les verrait selon les déductions du professeur Joseph Carroll. Selon lui, le cheval verrait une palette de bleu, de gris et de jaune, le blanc et le noir restant identiques. Et je dis bien émis l'hypothèse, car la vision des couleurs ne dépend pas que des photorécepteurs, mais également du système nerveux. La vision des couleurs par les chevaux pourrait être complètement différente. Et comme ils savent toujours pas parler... Je ne saisis pas le sens de tes insinuations. Mais l'importance n'est pas la façon dont on voit les couleurs, mais notre capacité à les discriminer. Et des dichromaties, il en existe chez l'homme. Ce sont des formes de daltonisme. La protanopie, qui est l'absence de cône rouge, la deutéranopie, qui est l'absence de cône vert, et la tritanopie, qui est l'absence de cône bleu. Si on regarde comment chaque anomalie influe la vision des couleurs, on remarque que la protanopie et la deutéranopie sont assez proches de l'hypothèse émise par Joseph Carroll.
Pourquoi je vous dis ça? Si on reprend notre cône, il est bien orange et bien facile à distinguer sur le sable. Mais voilà comment le voit un protanope. On voit déjà que la distinction des couleurs est plus difficile à faire. Prenons un obstacle maintenant. Et voyons comment le voit un deutéranope. Je vous invite à regarder la différence de couleur entre la barre du bas et l'herbe. Enfin, si un jour nous subissons une invasion extraterrestre en vaisseau violet, eh ben les deutéranopes sont sans doute les derniers au courant. Bon, après là j'extrapole un peu, mais bon, vous avez compris l'idée. Par contre... Alors, je ne dis pas que c'est le cas pour le cheval. Je veux juste vous amener à vous interroger sur la manière dont il perçoit le monde. Que ce n'est pas parce que vous avez les choses d'une façon qu'il les a vues de la même. Et que même si vous avez parfaitement abordé cet obstacle et qu'il est quand même passé au travers, c'est peut-être pas par fainéantise, c'est peut-être juste qu'il l'a pas bien vu ou qu'il a mal estimé les distances. Comprendre comment le cheval perçoit le monde améliore nos interactions avec lui. Pour finir, quelques points rapides et informations intéressantes. Déjà, que ce soit chez le cheval ou chez l'être humain, chaque individu a une vue légèrement différente des autres, que ce soit en termes d'acuité ou de perception des couleurs. Le meilleur exemple, c'est les turquoises. Certains les verront verts et d'autres les verront bleus. Alors, vous avez déjà dû remarquer dans l'œil de votre cheval des petits grains noirs ou bruns situés juste au-dessus de la pupille. Pas ça, c'est le reflet de mes doigts, mais ça. Ça, c'est le corpora nigra. On ne sait pas exactement à quoi il sert, mais la théorie la plus avancée, c'est que ça permettrait de réduire la quantité de rayons du soleil rentrant dans l'œil, réduisant ainsi l'éblouissement. Parlons vision nocturne. Le cheval possède une grande quantité de bâtonnets, qui, je rappelle, sont plus sensibles à faible luminosité. Mais il a également un tapedum lucidum, ou tapis luisant situé derrière la rétine, qui grâce à un système de réflexion permet d'augmenter la quantité de lumière reçue par celle-ci et ainsi améliorer la vision de nuit. Même si le cheval reste incapable de voir dans le noir complet. Le tapedum lucidum, c'est ce qu'on voit quand vous prenez en photo un animal avec un flash. C'est ce qui fait briller ses yeux. L'accommodation, c'est la capacité qu'a l'œil à s'adapter pour voir de façon nette à différentes distances. Elle est gérée par le cristallin, et chez le cheval, elle est plus lente que chez l'être humain. Si vous voulez faire l'expérience de l'accommodation, vous reprenez votre bouteille et vous la mettez assez loin de vous. Vous reprenez votre stylo, vous allez chercher votre stylo. Quand on n'a pas de tête, il doit être par là. Et vous le maintenez devant vous. Vous alignez le goulot et le stylo, puis vous allez successivement regarder le stylo, puis le goulot. Quand vous regardez le goulot, vous devez voir deux stylos devant vous, et quand vous regardez le stylo, vous devez voir deux goulots derrière. C'est ça l'accommodation, c'est la transition du stylo jusqu'au goulot. Et il aura également plus de mal à s'adapter au changement de luminosité. Cette adaptation est gérée par l'iris, qui grâce à deux muscles peut augmenter le diamètre de la pupille en cas de faible luminosité, afin de faire rentrer plus facilement la lumière. Et inversement, elle peut en réduire le diamètre en cas de forte luminosité. Chez le cheval, ces réactions sont plus lentes que chez l'homme. Donc, il mettra plus de temps à voir correctement en passant d'un extérieur ensoleillé à un intérieur plus sombre, comme quand il monte dans un vent par exemple. De même, en sortant d'une écurie pour passer sous un beau ciel bleu, il sera ébloui un peu plus de temps que l'homme. Au cas où vous auriez un jour un Y à placer au Scrabble, la dilatation de la pupille s'appelle la mydriase et sa contraction s'appelle le myosis. Et pour ceux qui se le demandent, en 1990, les docteurs Helen Farrell et Marion Hanscombe ont établi que sur leurs 30 chevaux étudiés, 7 étaient myopes et 13 étaient hypermétropes. Les 10 autres n'étaient ni l'un ni l'autre. Petite précision, c'est un peu court pour faire des statistiques, mais le but c'est de vous montrer que c'est possible. Dernière chose que j'ai vue au cours de mes pérégrinations sur internet. J'ai déjà vu beaucoup de photos censées représenter la vue du cheval avec une immense barre noire au milieu, comme celle-ci. Hey, tu pourrais penser à mes fans un peu. Eh bien, ça ne marche pas comme ça, car dans ce cas-là, la vision binoculaire serait complètement absente. J'ai vu également l'utilisation de filtres bleus pour la vision des couleurs. Ce n'est pas possible.
La vision des couleurs est beaucoup plus complexe que ça, et là on ne parle même pas du jaune. J'ai vu également que des gens mettaient que le cheval voit les objets 50% plus gros que ce qu'ils ne sont réellement. C'est pas possible. S'ils voyaient tous les objets 50% plus gros, ils verraient l'ensemble de leur environnement 50% plus gros. Donc au final, ils verraient tout normalement. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la vue. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous avoir intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner et à appuyer sur la cloche. N'hésitez pas non plus à mettre vos conseils et vos questions dans l'espace commentaire. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne continuation avec vos montures et je vous dis à très bientôt. Brooks, le mot de la fin ? Je reviendrai. Alors, dans cette vidéo, il y a quelques anthropomorphismes, je vous laisse deviner lesquels.